Vous regardez Smart Tech, vous regardez le grand rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Président de Gatsby. Voilà, d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi ça m'échappe. Boîte spécialisée dans l'in-game advertising. Aujourd'hui, vous nous chroniquez habituellement tout ce qui se passe dans cette économie du jeu vidéo. On va commencer, nous, avec la Switch 2. Absolument. Il se passe beaucoup de choses en ce moment dans l'industrie du jeu vidéo. A commencer le 5 juin prochain par la sortie de la nouvelle console de Nintendo. Effectivement, la Switch 2. Alors, tout le monde est très excité à l'idée d'avoir sa Switch 2, à l'idée de jouer au premier grand jeu nouveau de Nintendo, le nouveau Mario Kart, qui va introduire un nouveau système de jeu en open world, un peu comme Forza l'avait fait sur Xbox. Donc tout le monde est très excité. Et cette excitation, parfois, se transforme en anxiété, voire en nervosité, puisque certains aficionados de Nintendo les soupçonnent un peu d'avoir les mêmes stratégies marketing que Sony et Microsoft, et ça leur plaît pas du tout. C'est-à-dire ? En fait, Nintendo avait promis, lors de sa dernière conférence, à tout le monde, que il n'y aurait pas de rupture de stock de sa nouvelle console et qu'il y aurait autant de nouvelles consoles que de personnes qui voudraient bien en acheter dès le 5 juin. Et en fait, il semblerait que ça ne soit pas exactement le cas parce que les grands distributeurs alerte tout un chacun en disant « Attention, peut-être que les rayons ne seront pas aussi pleins que ça », à commencer par Amazon, qui dit que si vous voulez commander votre dernière Switch, elle ne sera pas livrée le 5 juin, mais elle sera livrée le 10 juin. Donc ça crée une espèce d'atmosphère un peu bizarre. Alors est-ce que c'est une info ? Est-ce qu'il n'y aura vraiment pas de console sur les rayons, comme il n'y avait pas de console PS5 à l'époque, ou de console Xbox lors de la sortie d'une nouvelle console ? Ou est-ce que c'est de l'intox ? C'est une stratégie marketing pour augmenter le nombre de précommandes, vendre plus vite les 6 millions d'unités qu'ils avaient prévu de produire. Ça peut marcher, hein. On va voir. En tout cas, il présuppose que Nintendo joue un peu avec le feu en créant de la FOMO, en créant une stratégie de marketing de fausse rareté. Bon, on verra bien. Moi, je me suis fait avoir. J'ai précommandé la mienne, très sagement, et donc je l'aurai livrée le 10 juin prochain. J'espère pour vous. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles informations justement sur cette Switch 2 depuis la révélation officielle en avril dernier ? Alors Nintendo avait, lors de sa conférence, dit énormément de choses sur les caractéristiques techniques de la Switch 2. Mais nos amis de la chaîne YouTube Geeker One se sont procurés une machine, on va dire, de test, une console Switch 2, et en fait, ils ont mesuré la puissance du GPU et du CPU. C'était des informations, en fait, qu'on n'avait pas. Et c'est très intéressant, parce qu'ils nous apprennent que la Switch 2 sera 10 fois plus puissante que la Switch 1, sera plus puissante que la PS4, ça c'est une très bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que la Switch 2 sera moins puissante que la Steam Deck, qui est un peu sur le même segment que la Switch 2, et la Switch 2 prétend être son rival direct. Bref, on aura 3 teraflops en mode docké, 1,7 teraflops en mode nomade selon Geeker One. C'est très très bien. C'est très loin évidemment des nouvelles consoles, hein. La PS5, je vous rappelle, c'est 11 teraflops, un peu comme la Xbox. Le GPU est très bon de la Switch 2, le CPU par contre pas du tout au niveau. Bon, alors ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut peut-être dire qu'entre le CPU qui n'est pas au niveau et l'écran qui n'est pas OLED, peut-être qu'on va avoir un rafraîchissement assez rapide, j'ai envie de dire, de la Switch 2, peut-être une Switch 2 Pro très rapidement. Donc évidemment, il faut se ruer le 5 juin sur la Switch 2. Comme vous l'avez fait. Mais c'est peut-être pas le meilleur conseil qu'on peut donner à son portefeuille si on pense que la gamme va être vite rafraîchie. Alors il y a un petit bémol à ça, c'est que la chaîne YouTube, qui est une chaîne qui est très sérieuse, dit attention, nous on a fait nos tests sur une console de test, peut-être que la console réelle ne sera pas exactement la même, on sera en tout cas très vite fixé. Alors, on sera fixé le 5 juin, puisque, a priori, Nintendo respecte son calendrier, contrairement à GTA. Ah ouais, alors GTA 6, alors là c'est le drame, c'est le drame absolu. Alors on est habitué avec les jeux vidéo à ce qu'ils soient retardés ou en retard. On l'a vu notamment très récemment avec Assassin's Creed Shadow d'Ubisoft, qui d'ailleurs, soit en passant, très bien marché malgré le retard, j'ai envie de dire, de mise à disposition. Mais là, GTA 6... C'est le drame absolu. Rockstar Games, qui est le développeur de GTA 6, a annoncé que finalement, le jeu ne serait disponible que le 26 mai 2026. C'est dans
très longtemps. Très longtemps. Alors en même temps que cette annonce, ils ont offert, j'ai envie de dire, à la communauté GTA 6 le deuxième trailer du jeu. Et alors là, c'est le raz-de-marée. Ce deuxième trailer, il a été vu 500 millions de fois en une journée. 1,5 milliard de fois. C'est dire l'attente sur GTA 6. C'est incroyable. À titre de comparaison, celui qui avait le record du nombre de vues en une journée, c'était le trailer de Deadpool et Wolverine, là, qui est actuellement d'ailleurs sur Disney+. 300 millions. Là, on a fait 500 millions. Même la bande sonore musicale du trailer, qui est une chanson des Sister Pointers, que personne ne connaît, j'ai envie de dire, à part nous, a fait un carton sur Spotify. 2000 fois les écoutes avant et après trailer. C'est dire, comme vous le dites, si la communauté est dans l'attente, si la communauté est engagée autour de ce jeu. Et voilà, donc la déception est énorme. Alors c'est une très bonne nouvelle pour tous les jeux qui avaient décidé de sortir en cette fin d'année. Eh oui, je pense qui aurait risqué d'être un peu écrasé noyé par le succès. voilà, donc c'est chez Ghost of Yotei, chez Borderlands, chez les Pokémon qui doivent sortir sur Switch 2 en novembre, chez Metal Gear Solid. Alors là, tout le monde fait la fête parce qu'ils vont pouvoir espérer avoir un peu d'attention de la part des médias pour faire la promotion de leur jeu en fin d'année. Et ceux qui sont évidemment pas contents, c'est tous ceux qui devaient sortir leur jeu en mai 2026. Je parle notamment de Battlefield 4 et je pense à Fable. On attend le sequel de Fable depuis presque 10 ans. Ça devait sortir en 2026. Là, ça va être un peu plus compliqué. Alors, vous vouliez aussi nous parler du studio Sandfall Interactive. Sandfall Interactive. Eh oui, c'est un studio de jeu qui, comme le nom le laisse suggérer, est un studio de jeu français. Voilà, en région Occitanie. On a l'habitude, hein. Ouais. Qui est dirigé par Guillaume Broche et qui a sorti un jeu qui s'appelle Clair Obscur Expédition 33, qui est une pépite. Et c'est une pépite mondiale. Personne ne connaissait ce studio de jeu. Il a été créé en 2020. Ils n'avaient pas de jeu à leur actif. Et en fait, ils ont vendu plus de 2 millions de jeux la première semaine sur un segment de jeu qui est le RPG, qui est trusté par Zelda, qui est trusté par Baldur's Gate, par Demon's Souls, Dark Souls. Bref, Sandfall Interactive s'est attaqué à très gros. Ils ont fait un carton. Ils font rayonner le savoir-faire français, la direction artistique à la française, la manière de raconter des histoires à la française. Ils n'ont absolument pas besoin de moi pour les mettre en lumière. Mais je vous le dis très sincèrement, essayez ce jeu. C'est un jeu exceptionnel. Clair obscur. Ok, j'imagine que c'est très très joué sur Twitch. Alors parlons de Twitch, ça oui. C'est très intéressant. Alors tout le monde, évidemment, tous ceux qui nous regardent connaissent par cœur le service de Twitch, qui est un service qui permet à tout un chacun de regarder des streamers, des diffuseurs, des influenceurs, bref, vous les appelez comme vous voulez, et d'interagir avec eux. Donc les streamers jouent, vous les regardez et vous interagissez avec eux. Twitch, je vous le rappelle, est une société qui appartient à Amazon depuis 2014. Ils avaient acheté ça à l'époque 1 million d'euros. Et oui, pour répondre à votre question, en ce moment, Clair Obscur est très joué sur Twitch. Alors, justement, ça m'intéressait que vous nous rappeliez quels sont les jeux, les catégories les plus jouées sur Twitch aujourd'hui. Alors, c'est une très bonne question et vous allez être très déçus par ma réponse. Parce que Parce que ça fait 10 ans, mais vraiment 10 ans, que les jeux les plus streamés et les plus regardés sont toujours les mêmes. League of Legends, GTA V, Counter-Strike, Valorant, Fortnite, Minecraft. Et en fait, c'est un problème pour Twitch. Parce que non seulement on a un effet de lassitude auprès de l'audience, mais aussi on atteint un certain plateau dans l'audience, puisqu'effectivement les gens qui sont potentiellement intéressés par tous ces jeux, ils vont en croissance, mais voilà, c'est pas une croissance extraordinaire. Et pourtant, Twitch à l'époque, on en avait déjà parlé sur votre antenne il y a quelques années, avait tout pour cartonner, une vraie monétisation, une monétisation directe, des outils exceptionnel pour gérer une communauté qui par ailleurs était ultra engagée, mais force est de constater, notamment sur le site Twitch Tracker, qui est le site officiel de l'ensemble des indicateurs de Twitch, que le service ne croît pas aussi vite que Amazon aimerait bien.
Indicateurs, quels indicateurs? En fait, les indicateurs sur Twitch sont relativement simples à mesurer. C'est le visionnage global, le temps de visionnage global, le temps de visionnage moyen par joueur. Donc ça, on va parler d'engagement. C'est la monétisation, c'est-à-dire les montants que sont prêts à mettre les marques pour effectivement faire de la publicité sur Twitch. Et c'est évidemment le nombre d'abonnés, parce que je rappelle quand même que sur Twitch, en fait, vous payez pour être abonné à une chaîne. Et en fait, tous ces indicateurs, bon an, mal an, soit ils progressent pas franchement, soit ils sont en légère baisse. Et c'est quand même un vrai problème. Si je parle, par exemple, de la baisse du temps de visionnage sur Twitch, en fait, si on compare le T1 2024 au T1 2025, on a quand même moins 7%. Alors ça fait la joie de la concurrence de Twitch, hein, notamment YouTube Gaming, qui depuis 2-3 ans, en fait, met le paquet pour attirer les joueurs et les streamers sur sa plateforme. C'est-à-dire, mais le paquet? En fait, YouTube a créé déjà des nouveaux formats vidéo qu'on ne trouve pas sur Twitch. Hein. Je parle notamment des shorts, qui a une certaine audience, un certain type d'audience, qui marche très bien, un peu à la manière des Reels sur Facebook. Et YouTube monétise beaucoup mieux que son concurrent Twitch. Ce qui fait que pendant la pandémie, Twitch avait 75% de part de marché. Maintenant, c'est plutôt 60%. Et ça se fait au profit de YouTube, pour les raisons que j'ai énoncées, mais ça se fait aussi au profit de TikTok, qui ne cache même plus ses ambitions, si vous voulez, dans le domaine du gaming. Et YouTube et TikTok ont un avantage énorme sur Twitch, c'est qu'ils proposent aux streamers de effectivement diffuser des événements live, mais ils proposent beaucoup plus de formats, beaucoup plus de formes d'interaction, beaucoup plus de formes de monétisation que sur Twitch. Et là, quand on est un streamer et qu'on veut tenir sa communauté dans la durée, c'est quand même bien de pouvoir faire plus de choses que simplement de la diffusion, j'ai envie de dire, de jeux vidéo. Alors, on avait dit qu'on parlerait aussi de Squeezie. Oui, alors on va parler de Squeezie parce que Squeezie, tout le monde connaît Squeezie, hein, c'était c'était l'acolyte de Cyprien. Le plus grand streamer français. Voilà, le plus grand streamer français, l'acolyte de Cyprien. Il a commencé dans le gaming d'ailleurs, à faire des tests de jeux et à jouer avec son ami Cyprien jusqu'à ce qu'ils soient plus amis il y a à peu près 7 ans. Et pourquoi on en parle? Parce que du 3 au 5 octobre prochain, en fait, Squeezie va proposer sa 3e édition. C'est ça, du GP Explorer, qui va se dérouler au Mans, sur le circuit Bugatti, 12 équipages, 24 pilotes. Alors je ne vais pas aller sur... Mais alors pourquoi on en parle dans Game Business? Moi, c'est ça qui m'intéresse. En fait, on en parle dans Game Business pour une simple et bonne raison. On va parler des droits de diffusion du Grand Prix Explorer 3. Alors ce Grand Prix Explorer 3, il va faire un carton, c'est sûr. Le 2 avait déjà fait un beau carton, mais là, Squeezie annonce que c'est le dernier. Donc on peut être à peu près sûr que ça va être gros de chez gros. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que comment est-ce que Squeezie a décidé de retransmettre son événement. Et en fait, il ne peut pas vraiment le retransmettre sur une chaîne linéaire classique parce que les qualifications et la course, c'est le samedi après-midi et c'est le dimanche après-midi, au moment où les grilles sont déjà surchargées sur les chaînes linéaires. Donc, on pourrait imaginer qu'un acteur comme Canal+, qui l'a déjà fait, retransmette la course. Mais en fait, il a décidé de confier les droits de diffusion de son événement à Twitch. Et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où Twitch a aussi une carte à jouer, c'est dans on va dire, dans la retransmission et dans la diffusion d'événements live e-sport, mais aussi sportifs. Et là, Twitch appartient à Amazon. Amazon commence à se faire une spécialité de ce business, déjà retransmettre un certain nombre d'événements sportifs aux États-Unis et un peu partout dans l'Europe. En France, ils retransmettent Roland Garros. Ils sont positionnés sur les droits de foot, bon, malheureusement, mais ils sont quand même positionnés. Et donc là, c'est intéressant parce que peut-être qu'il est là le second souffle de Twitch dans la retransmission d'événements sportifs live. Moi, j'aimerais bien connaître les détails du contrat entre Squeezie et Twitch, mais je pense que c'est particulièrement intelligent et pour l'un et pour l'autre. On va aussi parler de Triple Dot. Ah oui, alors Triple Dot. Alors, Triple Dot, c'est un studio de jeu qui déjà est très gros. Ils font aujourd'hui le Widoku, ils font des jeux de Mahjong. Enfin, vous avez forcément joué à des jeux Triple Dot. Eh bien, c'est officiel, le studio de jeu Lion Studio, qui appartient à Applovin, vient d'être vendu à Triple Dot pour un montant de 800 millions de dollars, ou un peu plus, ça dépend, parce qu'il y a une partie qui a été payée en actions.
Énorme donc, encore, un rachat historique. Un rachat historique énorme. Et donc une valorisation qui, en mai 2025, est quand même très importante. Applevin, donc le vendeur, je le rappelle, c'est une société qui fait de la publicité dans les jeux vidéo mobiles. Quand vous jouez à votre jeu vidéo, que vous avez une publicité qui apparaît, il y a 99% de chances que ça soit Applevin. Triple Dot ne fait que des jeux vidéo. Bon, avec ce rachat, Triple Dot devient encore plus gros. 2 milliards de chiffre d'affaires, 2 milliards quand même de chiffre d'affaires, 25 millions de joueurs actifs tous les jours, 2500 personnes dans le monde, bref, c'est un nouveau géant. Et en fait, au-delà de la vente intéressante d'un studio de jeu à un autre studio de jeu, on a une particularité là, puisqu'on a un acteur technique, donc de la publicité mobile, qui avait fait son propre studio de jeu, qui le vend. Bon, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? En fait, depuis une dizaine d'années, tous les acteurs dans le gaming qui étaient techniques ont créé leur propre studio de jeu. Epic, qui fait le moteur de rendu Unreal, a créé Fortnite. Iron Source, qui est un acteur dans la monétisation, a racheté Upopa, qui est un studio de jeu en 2014, qu'il a rebrandé en Supersonic il y a quelques années. Et pourquoi est-ce que Applevin a créé en 2018 le studio de jeu Lion Studio, qui vient de vendre à Triple Dot. Et pourquoi est-ce que tous ces acteurs de la technologie ont créé des studios de jeu ? Tout simplement pour montrer au monde entier que leur technologie était exceptionnelle. La preuve, sur ses propres jeux, ça marche du tonnerre de Dieu. Et d'ailleurs, Applevin, qui a créé Lion Studio en 2018, le revend 8 ans après pour un peu moins d'1 milliard quand même de dollars, ce qui est quand même pas mal du tout. Eh bien, pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Parce qu'effectivement, les acteurs technologiques doivent séduire leurs futurs potentiels clients, mais ils doivent aussi séduire la communauté financière. Et la valorisation des acteurs de la technologie, c'est entre 15 et 25 fois l'EBITDA. La valorisation d'un acteur, d'un studio de jeu, c'est entre 8 fois et 15 fois l'EBITDA. Il vaut mieux être valorisé 25 fois son EBITDA que 15 fois son EBITDA. Donc je pense que ce qu'a fait Applevin est annonciateur de futurs moves dans le même domaine, très bientôt dans l'industrie du jeu vidéo. Wow. Eh ben, très bien, quel engagement à suivre. Merci Guillaume Monteux. Je rappelle que vous êtes le président de Gatsby. Merci pour vos éclairages réguliers dans Smart Tech. À suivre, nous, on va s'intéresser cette fois au biomimétisme. On part dans la nature, Guillaume. Parfait.